J'ai le plaisir de présenter Romuald Fontois, professeur de littérature francophone à la faculté des lettres de Sorbonne Université depuis 2012, où il dirige le Centre international d'études francophones, le CIEF. Sa recherche porte sur les questions de littérature générale en rapport avec la francophonie. Il a publié de très nombreux articles, des ouvrages individuels, sont bien sur Aimé Césaire, sur Édouard Glissant, sur Gabriel Mayol, oui, c'est ça, et de nombreux essais en codirection, dont Penser le roman francophone contemporain, Histoire de la poésie francophone, Les chants littéraires africains, etc. Il est par ailleurs rédacteur en chef de la revue Présence africaine et membre du comité scientifique de la revue Notre Librairie, de différentes sociétés savantes, et il a reçu également de nombreuses récompenses. Il est notamment chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Je lui cède la parole pour Retour sur le voyage à l'envers, qui fait donc référence à un article que nous avons lu tous, je pense, et voilà, que vous allez commenter vous-même. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Et je remercie Sylvie et Sarah de m'avoir invité à participer à ce colloque, qui m'a permis en fait de replonger sur des choses qui m'étaient très familières autrefois, c'est-à-dire qu'il y a presque 30 ans maintenant, je peux dire ce soir aussi. En essayant de travailler, je me suis rendu compte combien le temps passait. Et la dernière fois que je me suis penché sur la question du voyage, outre les cours, c'était il y a exactement 23 ans. Ça nous rajeunit. Donc, je vais vous proposer donc aujourd'hui de faire une plongée vers ce que j'avais appelé autrefois, en 1996 déjà, le voyage à l'envers. Je vais rappeler les raisons pour lesquelles j'avais essayé d'inventer cette notion à l'époque, de voir si c'est encore pertinent aujourd'hui. Et je vais surtout terminer, c'est le dernier point qui va m'intéresser, sur la fortune que cette notion peut avoir chez un certain nombre d'auteurs contemporains, dont Édouard Glissant. Donc, je vais aller très vite sur les deux premiers points, parce que le temps m'est compté. Je vais peut-être insister un tout petit peu plus sur le troisième. Alors, les raisons qui m'avaient donc conduit à me pencher sur la notion du voyage à l'envers étaient des choses très simples. J'avais constaté, peut-être que je me suis trompé, que dès qu'on parlait de voyage, de récit de voyage, de relations de voyage, on parlait en fait de choses qui paraissaient être évidentes pour tout le monde. Et pour dire les choses de façon assez évidente, la notion de voyage ne se concevait que dès lors qu'il s'agissait de déplacement des Européens vers le non-Europe, c'est-à-dire de l'Occident vers le non-occidental. Donc évidemment, toutes les notions qui ont été construites autour des récits de voyage, des relations de voyage, des philosophies de voyage, prenaient cela comme étant une dimension qui était inaltérable et totalement évidente. Or, évidemment, j'avais le sentiment que les notions de récits de voyage ou bien de relations de voyage ne pouvaient pas être des notions totalement universelles, que ça ne marchait pas en fait, qu'il manquait quelque chose. Autant les voyageurs allaient vers l'ailleurs, autant jamais on ne pensait l'ailleurs vers ici. Est-ce qu'il y avait possibilité pour ceux que l'on découvrait, entre guillemets, de venir vers ici? Non, sinon quand on leur donnait bien sûr la parole, et je pense que le travail qui a été fait durant ce colloque sur les voyageurs indigènes du Nouveau Monde au Canada nous l'a rappelé. Deuxième chose qui était assez simple, c'est que j'avais le sentiment qu'on ne prenait pas du tout en compte l'idée selon laquelle le voyage n'avait de sens dans la littérature que s'il s'agissait d'un voyage libre. On peut mettre dans le mot libre tout ce qu'on veut. Libre parce qu'au fond, lorsque l'Européen se déplace, il ne demande l'avis à personne, il décide d'y aller, vous avez appelé ça récit d'aventure, au fond, il décide bien sûr, n'est-ce pas, d'aller vers le monde qui est absolument loin de lui, sans avoir à se poser de questions, et que cette liberté-là pouvait effectivement être comprise à la fois dans une maîtrise technique du voyage, dans une capacité, bien sûr, n'est-ce pas, à pouvoir mesurer le monde à partir, bien sûr, n'est-ce pas, des conditions qui sont des conditions techniques. Ainsi, par exemple, on ne dira jamais assez l'importance qu'a pu avoir dans la connaissance du monde la maîtrise du bateau. Le bateau, il faudrait bien savoir naviguer, et la navigation hauturière, vous le savez très bien, n'est pas chose simple, puisqu'il faudrait savoir naviguer au sextant ou alors avec les Chinois à la boussole, mais ça c'est beaucoup plus tard. Troisième catégorie troisième chose qui m'avait intéressé, c'est que si l'on se penche alors sur le récit de ceux qui viennent d'ailleurs et qui viennent ici, alors il y a tout de suite des questions qui sont liées aux contraintes. Et je pense que la première des caractéristiques du voyage à l'envers,
c'est que c'est toujours un voyage contraint. C'est un voyage obligé. Soit parce qu'il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, de déplacer les Africains vers les Amériques, et là vous avez très bien compris que l'esclavage, on ne demande pas la vie de l'esclave pour l'amener aux Amériques, on le force à y aller, et c'est la raison pour laquelle j'avais conçu l'idée que le voyageur ici n'existait plus, puisque c'était un voyageur navigué, c'était un voyager et non pas un voyageur. Ou alors, lorsqu'il s'agit bien sûr de la période de la colonisation, là aussi, c'est une période de contrainte, en fait, de déplacement du colonisé vers l'espace colonisateur, donc vers la métropole, vers l'Europe, soit parce qu'il faudrait bien sûr former des missionnaires pour que ceux-ci puissent évangéliser en Afrique. Il n'y a pas suffisamment de missionnaires européens pour évangéliser toute l'Afrique, il faut bien le savoir, donc il faudrait bien des suppléments, ou des supplétifs, ou alors il faudrait former du personnel administratif. Et pour ce faire, il faudrait bien sûr, n'est-ce pas, les amener à comprendre ce que c'est que l'esprit colonial, ou alors il fallait bien sûr amener vers l'Europe les étudiants, des jeunes chercheurs, pour qu'ils puissent en fait amener ensuite le savoir européen en Afrique. Dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours, n'est-ce pas, des contraintes. Et donc, du coup, si on réfléchit à la question, on s'aperçoit que, jusque vous avez compris aujourd'hui, pour venir en Europe, il faudrait un visa. Donc il faudrait demander le visa, bien sûr, aux colonisateurs pour venir visiter son pays. Il faut une autorisation, en fait, pour pouvoir se déplacer. Et c'est l'ensemble de toutes ces questions qui m'ont permis, en fait, de pouvoir noter que durant la période de l'esclavage, par exemple, on le voit très bien, il n'y a pas de possibilité de condition de récit de voyage. De toute façon, l'esclave, quand il est, comme vous pouvez le voir là sur les images à cale de bateau, il n'a pas le temps de rédiger un récit de voyage, de faire témoignage bien sûr, de son déplacement, cela n'est pas possible. Ou bien, lorsque on voit, évidemment, durant le 19e siècle, par exemple, des non-européens en Europe, et la plupart du temps ce sont des militaires, on sait qu'ils sont là, on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont arrivés, ils ont même pignon sur rue, pour certains d'entre eux, ils ont même acquis des places dans l'institution, mais jamais on nous dit comment est-ce qu'ils sont arrivés, quelles sont les conditions de voyage, même leurs conditions de séjour, on n'en sait rien. Alors ce que je dis là, par exemple, pour quelques Africains qui sont dans l'armée prussienne, bien dans l'armée allemande, je peux dire la même chose à propos de l'armée française. Et de ce point de vue, les récits qui sont effectivement des récits qui portent sur eux sont toujours des récits que l'on pourrait considérer comme étant faits par des touchements. On a parlé beaucoup de touchements l'autre jour, et c'est effectivement le cas de Lucie Couturier, par exemple, dont on a beaucoup parlé, et qui, comme vous le savez sans doute, est peintre, et qui a publié au lendemain de la Première Guerre mondiale un récit qui est intitulé Les Inconnus chez moi, et qui va servir en quelque sorte de modèle au récit que des Africains venus en Europe peuvent produire sur leur expérience, qui est l'expérience de la Première Guerre mondiale. Et évidemment, je songe ici à l'importance qu'elle va jouer dans la publication du roman de Bakary Diallo, qui est justement le tirailleur sénégalais, bien connu, le premier roman sénégalais, et avec un roman qui est intitulé Force Bonté, et qui fait songer, vous l'avez très bien compris, au texte du colonel Mangeant, qui a écrit, n'est-ce pas, La Force Noire en 1910 et qui permettait, bien sûr, n'est-ce pas, de mettre en branle dans la République de l'époque, bien sûr, n'est-ce pas, l'idée selon laquelle les tirailleurs sénégalais peuvent être utiles à la République. Alors, si l'on accepte bien sûr ces voyageurs qui, en quelque sorte, sont forcés à écrire leur récit, on peut s'apercevoir que dans quelques cas qui sont des cas assez particuliers, mais ce n'est plus le cas de la République française, bien de la colonisation française, c'est plutôt le cas de la colonisation anglaise. Il y a, dans le cas de la colonisation anglaise, mais de façon assez marginale, des récits qui sont des récits de ce que je vais appeler des voyageurs notables nègres. Je songe ici à un d'entre eux qui est bien connu dans l'histoire de la littérature anglaise, ou plutôt africaine de langue anglaise, c'est le voyage de Amou Kassa, qui est en fait le premier ministre ougandais, qui va visiter Londres au moment justement du couronnement d'Édouard VII. Alors évidemment, Amou Kassa, c'est son secrétaire, et qui va voyager bien sûr avec lui. Il fera deux voyages en Angleterre, dont un seul donnera lieu à des récits selon le premier. Il va voyager avec lui en Angleterre et il va faire un récit qui est un récit de ce déplacement de notable, mais il écrit en swahili, ce qui est assez intéressant. Alors, il sera ensuite traduit, bien sûr, n'est-ce pas, en anglais, et la traduction sera faite beaucoup plus tard par un professeur de l'université de l'Ouganda qui s'appelle Simon Ngikandi, et puis il va bien montrer quelle est en quelque sorte la particularité de ce récit du notable nègre. Alors, entre notable nègre et notable anglais, il n'y a pas de différence. On s'entend entre soi, on s'entre-visite, si j'ose dire, on se fait
des amabilités, et évidemment ce récit de notable, c'est un récit diplomatique. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de récit de diplomate, c'est un récit de diplomate. Au fond, dans ce récit, l'Angleterre joue très bien. C'est la beauté du paysage anglais, même s'il pleut, mais ce n'est pas très grave. Les lords anglais sont très bien perçus. La ville de Londres, qui est absolument illuminée, on est bien reçu à la cour anglaise. Et donc, le but de cette diplomatie, ce n'est pas simplement d'être affable par rapport à ceux qui nous ont invités, mais c'est aussi pour dire combien la grandeur de la civilisation anglaise doit être ensuite appliquée à l'Ouganda et comment les notables ougandais de l'époque doivent emprunter à la splendeur qui est la splendeur de l'Angleterre pour pouvoir justement développer leur pays. Autre exemple justement de ce voyage, qui sont des voyages particuliers, ce que je vais appeler des voyages des érudits. Le voyage des érudits, on peut en trouver un exemple qui est un exemple assez clair en Haïti, et c'est dommage que je n'ai pas le temps ici de parler de ce cas spécifique, de récit haïtien. Il en a déjà été question, je crois, hier, malheureusement, je n'étais pas là, pardon, de Barbeau Royer. Oui, je ne vais donc pas en parler, puisqu'il en a déjà été question hier. Il y a Barbeau Royer, certes, mais il y a surtout Anténan Firmin. Anténan Firmin, ben, c'est le Haïtien qui voyage justement à Paris dans un but qui est très, très précis, c'est en fait de participer aux travaux qui sont des travaux de l'école française d'anthropologie. Et évidemment, il va siéger dans ces débats, il va écrire un ouvrage qui est devenu aujourd'hui une sorte de référence. C'est effectivement ce récit qui est intitulé de l'égalité des races humaines, qui n'est que la réponse à de l'inégalité des races humaines, forcément. 600 pages, si vous avez le temps de le lire, mais il fallait bien cela pour répondre, vous avez peut-être compris, n'est-ce pas, à 300 ans de dénigrement, à 5 siècles d'esclavage, du point de vue, n'est-ce pas, qui est le point de vue strictement scientifique. Il se met complètement dans une anthropologie, et dans l'anthropologie telle qu'elle a cours à l'époque, pour publier ce qu'il appelle, je cite, une anthropologie positive, c'est le sous-titre du texte, contre l'anthropologie négative. Et il va profiter tout au long de cet essai pour pouvoir faire le portrait de tous les intellectuels haïtiens qui vivent à Paris, qu'ils soient médecins, avocats, poètes, qui vivent à Amiens, à Beauvais ou bien à Paris. Donc il fait vraiment le tour de tous ces intellectuels, en essayant en fait d'emprunter un modèle qui est un modèle connu, qui est celui de l'abbé Grégoire, puisque l'abbé Grégoire lui aussi avait fait exactement la même chose, on le sait, dans de la littérature des nègres, et essayant bien sûr, n'est-ce pas, de retrouver un certain nombre de figures noires comme Hameau, dont il m'a semblé que voilà, qu'il fallait écrire son histoire. On sait qu'il est à Leipzig, mais on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu. Son histoire, on ne la connaît pas très bien. Il faudrait conjecturer à peu près pour savoir, n'est-ce pas, ce qu'il est devenu à la fin au milieu du XVIIIe siècle. Donc de Barbeau Royer, je ne vais pas en parler. Et donc évidemment, ces cas sont des cas spécifiques, vont donner lieu à ce que je vais appeler une sorte de démarche visant à écrire des récits qui veulent se démarquer de ce que je vais appeler la contrainte exotique. Et en ce sens-là, il y a plusieurs textes, en particulier des écrivains francophones, dont je vous présente ici simplement un échantillon, qui vont de Ousmane Socé Diop, qui publie un récit qui est intitulé Mirage de Paris, au Togolais Tété Michel Pomassi, qui va publier un récit qui est l'Africain du Groenland, où il raconte, bien sûr, n'est-ce pas, l'itinéraire qui le conduit de Paris. On a très bien compris, n'est-ce pas, en passant par l'Allemagne, je n'ai pas le temps ici, bien sûr, n'est-ce pas, de vous raconter cet itinéraire. Et je cite seulement un dernier exemple, qui est celui de Pius Ngandou Kachama, qui a été professeur à la Sorbonne, à Paris 3, je crois, oui, avant de partir ensuite en Louisiane, et qui est malheureusement décédé, vous le savez, l'année dernière, et qui avait publié, il y a quelques années, un texte qui est intitulé Vie et mœurs d'un primitif en Essonne 91, et qui raconte en fait l'expérience qui a été la sienne en tant que coopérant, un coopérant africain en France. Alors, je rappelle qu'il fut un temps où la France était passée un peu socialiste, donc en 1981, la France est devenue, n'est-ce pas, pour la première fois depuis très très longtemps, un peu à gauche. Et donc, il y a eu une ambition à l'époque qui était de pouvoir faire la coopération à l'envers. Et donc, on a invité un certain nombre d'Africains à venir enseigner l'Afrique dans les départements français. Par exemple, le 91 était un des départements pionniers. Et donc, Pius Ngandou, partant justement du Congo belge, c'est assez intéressant d'ailleurs, pour venir enseigner ce que c'était l'Afrique à des Français, ben, c'est un peu compliqué que la Belgique, passant par le Congo, arrive en 1993. Alors, ça va très mal se terminer,
puisque au fond, au bout de 18 mois, on va le congédier, puisqu'en fait le problème sera arrêté, et il va se retrouver SDF à Paris, je le cite, je signe à l'effet du titre. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans ces exemples de voyage à l'envers, c'est surtout un personnage important qui est un Ivoirien, qui est Bernard Ladier, qu'on considère dans ce corpus comme étant l'écrivain du contre-exotisme, ou bien de l'exotisme inversé, à travers 3 récits qu'il va publier entre 1959 et 1968, pratiquement une dizaine d'années, et qui portent soit sur Paris, c'est évidemment Un nègre à Paris qui reprend Mirage de Paris, soit sur New York, c'est évidemment Patron de New York, soit alors sur Rome, c'est La ville où nul ne meurt. Alors donc évidemment, il essaie, vous l'avez très bien compris, sur le modèle des lettres persanes, avec l'ironie, qui est l'ironie bien connue, de montrer comment la civilisation occidentale est une civilisation qui est en perdition depuis le début. Je résume, bien sûr, n'est-ce pas, les choses assez vite, mais je vous recommande en fait surtout de lire Un nègre à Paris, où il s'agit, n'est-ce pas, d'une sorte de récit ethnographique permettant, n'est-ce pas, de se pencher simplement sur le cas des bistrots parisiens. Alors évidemment, il se promène dans la rue et regarde les bistrots parisiens, il voit du sel sur la tête. Et qu'est-ce qu'ils mangent du sel à Paris? On dirait des Ivoiriens. Alors c'est assez intéressant. Donc effectivement, n'est-ce pas, il y a une sorte, n'est-ce pas, de parallèle qu'il établit entre la Côte d'Ivoire, d'où il vient, et les Parisiens, et les restaurants parisiens où on mange beaucoup de sel. J'ai découvert à l'occasion, n'est-ce pas, qu'on mangeait beaucoup de sel dans les restaurants parisiens. J'en viens maintenant, si vous voulez, n'est-ce pas, à ce qui va m'importer le plus, à savoir la façon dont le récit de voyage va être le récit de voyage ou la relation de voyage, là je ne discute pas bien sûr, n'est-ce pas, des différentes catégories, on pourrait en parler, va être utilisé pour pouvoir repenser le monde. Et c'est ça, en fait, l'intérêt, de mon point de vue, du récit de voyage. Et en ce sens-là, je suis assez heureux que l'on ait commencé justement par cette sorte de panorama avec un moment qui est important dans l'histoire, qui est 1500, au XVIIe siècle. Donc, je ne parlerai pas de ce qui est avant le XVIe siècle, donc je ne parlerai pas du tout des voyageurs qui sont des voyageurs africains qui vont justement, n'est-ce pas, en Grande-France ou alors qui vont à Rome. Je ne parlerai pas des Nubiens qui se déplacent, là on le sait très bien, à partir de la Tunisie ou bien à partir de l'Égypte vers l'Europe. Je laisse ça aux historiens, mais si vous le voulez, je vous renvoie bien sûr un ouvrage qui est publié en anglais, qui est en train d'être traduit. C'est l'ouvrage de Zineb Bedawi et qui est intitulé L'histoire de l'Afrique vue par les Africains. C'est assez intéressant. C'est une histoire qui est vraiment complètement africaine. Je fais la parenthèse à ce point. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est exactement ce qui a été dit l'autre jour, à savoir qu'est-ce qui se produit à partir de Christophe Colomb. Qu'est-ce qui se produit à partir de la façon dont l'Europe de Christophe Colomb a en quelque sorte repensé le monde, à travers, bien sûr, n'est-ce pas, les différentes divisions qui ont été évoquées, et je ne vais pas y revenir. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce point? En raison précisément du fait que ceux qui vont porter ce récit du voyage à l'envers, ce sont les Antillais. Et je vais m'intéresser ici qu'aux Antillais francophones. Je ne vais pas rajouter, bien sûr, n'est-ce pas, les Antillais anglophones, ça ferait trop long. C'est les Antillais francophones. Et parmi les Antillais francophones, je ne prendrai que 2 auteurs, Césaire et Glisson, c'est-à-dire des Martiniquais. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a 2 manières de pouvoir repenser le monde à partir de Christophe Colomb, vu du point de vue du voyage à l'envers. Soit on considère, bien sûr, que il existe une sorte de critique générale du voyage, et donc à partir de là, il n'y a plus rien à dire, soit on considère qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire à partir du voyage. Donc je vais prendre le premier point, sur lequel je ne vais pas m'arrêter plus longtemps, je vais prendre le second point. Le premier, c'est Césaire, le cahier d'un retour au pays natal. Le discours que Césaire tient dans le cahier d'un retour au pays natal, autour du voyage, et autour du voyageur, et donc autour de l'esclavage, est un discours qui est totalement négatif du voyage. C'est-à-dire que le voyage ne conduit à rien d'autre qu'à l'enlissement de l'individu, qu'à son dénigrement, qu'à sa suzeraineté. Donc bref, à partir du on ne peut rien faire. Et là, je prends ici, n'est-ce pas, 3 exemples simplement que je tire du cahier d'un retour au pays natal. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes. Ça, c'est le discours colonial. Deuxième élément, c'est en fait la représentation que l'on fait de l'Africain qui voyage et donc de celui qui va être esclave. Nous, vomissures de négriers, nous, vénéries de calabars, quoi se boucher les oreilles, nous saouler à crever des roulis, des risées, de brume humée, pardon, tourbillon partenaire. Alors évidemment, le tourbillon partenaire, vous l'avez très bien compris, c'est la mer
qui en fait va servir en quelque sorte de viatique, si j'ose dire, pour l'esclave qui va aux Amériques. Troisième élément que je retiens, bien sûr, n'est-ce pas, de cette citation, c'est celui-ci: je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries, je défie le craniomètre, homo sum. Donc évidemment, s'il n'y a pas de nationalité, donc il n'y a pas d'origine du voyage, et donc il n'y a peut-être pas possibilité de pouvoir penser le monde à partir de ce qui n'existe pas. Et il me semble que dire je suis homme, homo sum, c'est sans doute se situer du côté de l'humanité, mais il s'arrête là, il ne va pas plus loin. Et celui qui va sans doute aller beaucoup plus loin, vous allez le voir, ce sera Édouard Glissant. Deuxième exemple que je vais prendre tout de suite, n'est-ce pas, c'est Édouard Glissant. Alors, pourquoi l'exemple d'Édouard Glissant m'importe le plus? Parce que je crois que c'est dans l'histoire de la littérature francophone, du point de vue du voyage à l'envers, celui qui a en fait construit toute son œuvre autour du voyage à l'envers. Et il faut simplement le voir à travers toutes les œuvres qu'il a publiées. Et la première œuvre qu'il publie sur ce sujet a un nom qui est qui a un titre, qui est un titre singulier, c'est Les Indes. Les Indes 1955. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans les Indes 1955? Il réévalue complètement le voyage, qui est justement le voyage de Christophe Colomb aux Amériques, enfin aux Indes. Pas aux Amériques, aux Indes. Et donc, ce qu'il va essayer de montrer, c'est combien est-ce que le voyage aux Indes est un voyage qui est double, y compris chez Christophe Colomb, sauf que celui-ci ne l'a pas vu. Ou alors, s'il l'a vu, il n'en a pas pris conscience, ou alors il n'a pas voulu en prendre conscience, pour des raisons qui sont sans doute liées à l'histoire de l'Espagne. Contrairement à ce que l'on peut penser, dit-il, dans les Indes, le voyage aux Indes a été réduit à un voyage à l'Inde. C'est-à-dire qu'au fond, plutôt que de voir la multiplicité, on a vu l'unicité d'un monde. Alors l'unicité du monde, c'est quoi? C'est effectivement le fait que le monde occidental va essayer de se dédoubler, de se prolonger. C'est-à-dire de vouloir trouver en tout lieu qui est le lieu des Indes, un lieu qui doit être un lieu européen. Alors ici, on pourrait bien sûr, n'est-ce pas, accréditer cette thèse en essayant de voir la façon dont les lieux ont été nommés. Tous les lieux sont nommés à partir, bien sûr, des saints chrétiens. Tous les lieux sont nommés à partir justement des saints européens, à partir des saints occidentaux. On peut le voir, bien sûr, n'est-ce pas, à partir de la façon dont les voyageurs, et Christophe Colomb le premier, avaient pas conscience du fait qu'ils venaient de découvrir justement un monde qui était un monde nouveau, alors qu'en fait, c'était bien là son intention. Donc, entre le réel qu'il découvre et ce qu'il a imaginé, il y a comme une sorte de décalage, mais dont il ne fait pas conscience. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que, je cite Glissant, que son réel et son rêve s'accordent. Or, le rêve risque de ne pas s'accorder. Et c'est la raison pour laquelle, tout au long du voyage, il y a des interrogations sur ce que c'est que l'Inde. Où se trouve l'Inde? Où est-ce qu'on va trouver les îles? Est-ce que le lieu où je me trouve est exactement le lieu que j'avais imaginé? Non, il faudrait réinventer, bien sûr, n'est-ce pas, les Indes à chaque fois, et il peut écrire, je cite, frégate, une Inde encore, de raison de mesurer à plus le large. Donc, d'une île à l'autre, on est toujours, n'est-ce pas, en train de chercher les Indes étant, bien sûr, n'est-ce pas, une sorte de quête permanente. Il peut aussi affirmer, je cite, nul ne sait de quelles Indes voici l'approche ou la louange. Quelle est l'Inde? L'Inde rêvée ou l'Inde réelle? Pays rêvé, pays réel, c'est bien le titre d'un recueil de poèmes d'Édouard Glissant. Donc il va en conclure qu'au fond, la découverte du Nouveau Monde, ou plutôt le voyage aux Amériques, est un voyage que l'on peut considérer bien sûr comme une sorte d'épopée. Et c'est vrai que c'est une épopée dans tous les sens du terme, mais c'est surtout une épopée qui est une épopée fragile. C'est une épopée fragile, et c'est le terme qu'il va justement utiliser pour caractériser ce voyage. C'est une épopée qui est fragile parce qu'elle ne débouche sur rien qui serait de l'ordre d'une connaissance qui serait une connaissance générale. Et c'est une épopée qui ne débouche pas du tout sur une sorte d'humanisme qui serait l'humanisme européen. Ça ne débouche sur rien qui serait une connaissance qui est une connaissance générale, puisqu'il faudrait bien sûr, n'est-ce pas, réduire les Indes, à l'Inde. Je cite, si les Indes ne sont pas du côté où tu te couches, que m'importe, Inde, je te dirais, Inde de l'Ouest, afin que je regagne mon rêve. Donc évidemment, il ne faudrait pas que ça change. Ou alors, lorsqu'il remarque que les voyageurs qui vont justement en Inde ne se soucient pas du tout de ce qu'ils rencontrent et ne vont pas se soucier un peu plus tard, bien sûr vous l'avez très bien compris, de ceux qui vont mettre en esclavage. Je cite, que nous valent ces Indes où nul ne sait si l'herbe pousse pour nos bouches, pour notre soif, notre liesse, en ce moment déjà de grande soif de vin. Alors évidemment, on le sait très bien, on n'a pas donné à boire beaucoup de vin aux esclaves au moment de la traversée. C'est pas possible. On l'a réservé, bien sûr, n'est-ce pas, aux négriers, bien sûr. Donc, c'est une épopée qui est une épopée fragile. Mais, en même temps, malgré cette fragilité, les Indes sont, aux yeux de Glissant, toujours une métaphore. Mais au sens premier du terme. C'est-à-dire que les Indes sont métaphoriques. C'est-à-dire qu'en fait, ça invite à aller ailleurs. Toujours.
Et ça invite toujours à se déplacer vers l'ailleurs, ça invite juste au décalage. Et c'est le paradoxe justement de cette fragilité, c'est que la fragilité est une force. Pour le plan de ce n'est-ce pas une expression que vous connaissez sans doute très bien. Alors, de cette critique de l'épopée de Christophe Colomb Glissant va créer ce que je vais appeler une expérience nègre de la traversée. C'est-à-dire que plutôt que de faire comme Césaire, à savoir une critique qui est une critique du voyage, à montrer comment le voyage de l'esclave est un voyage qui n'est pas humain, qui en fait doit être dénigré, il va prendre en fait le fait du voyage pour ce qu'il est, et retourner complètement, et c'est là l'autre sens de l'inversion, et retourner complètement le regard que l'on a pu porter justement sur le voyage, qui est le voyage vers les Indes, et faire alors du découvreur qui est le découvreur africain un découvreur des Indes. Il va faire de lui aussi celui qui découvre les Indes. Alors, dans son esprit, évidemment, il y a deux découvreurs des Indes. Il y a le découvreur européen des Indes, et il y a le découvreur, allez, je dis africain en allant vite, mais le terme ici est malencontreux, vous allez comprendre pourquoi. L'autre découvreur des Indes, et cet autre découvreur, il va le considérer, je cite, comme étant le migrant nu. L'expression est de lui, c'est le migrant nu. Alors pourquoi est-ce que c'est un migrant nu? Parce qu'en fait, l'expérience du voyage qu'il fait est une expérience d'un voyage sans technique. Il n'est pas à la tête d'un bateau, il n'est pas capitaine, il ne sait pas naviguer, ni au sextant, ni à la boussole, je le disais déjà tout à l'heure. C'est un voyageur, je l'ai dit également, qui est un voyageur navigué, donc il n'a pas choisi de voyager, donc il n'a pas de rêve de voyage, et donc il est obligé de voyager, et cette obligation justement de voyage va le conduire à ce qu'il considère comme étant des découvertes intempestives. C'est-à-dire qu'au fond, le voyageur voyager découvre tout à la fois la mer, le bateau, les techniques de navigation, le ciel et tout ce qui, justement, se trouve autour de la navigation hauturière. Il n'en a aucune connaissance avant. Mais il va en faire une expérience qui est une expérience ici et maintenant, c'est-à-dire que nous, au moment du voyage. Et il va faire exactement la même expérience à propos de l'espace. Alors, on sait très bien que le voyageur, qui est le voyageur européen, fait une distinction nette entre l'espace d'où il vient et l'espace où il va, sinon il ne rêverait pas de visiter les Indes, alors que dans le cas qui est celui du voyageur qui est le migrant nu, ben, l'expérience de l'espace est une expérience, là aussi, qui est une expérience de la totalité du monde. Et il va donc utiliser un terme qui est assez intéressant dans sa poésie, c'est le terme Océanie. On croit que l'Océanie, ça désigne bien sûr un territoire que l'on connaît, mais non, l'Océanie, ben, c'est l'océan. C'est l'océan, c'est-à-dire à la fois ce qui est sur la mer et ce qui est sous la mer. Et dans le cas qui est celui justement de l'esclave venu d'Afrique noire, c'est ça, l'expérience de la totalité monde. Une totalité qui est visible, une totalité qui est invisible. Or, comme il a effectivement navigué à cale de bateau, il est le seul, au cours de la traversée, à savoir ce qui est sous la mer. Le marin sait tout ce qui est sur la mer, il n'y a pas de problème, mais ce qui est en dessous, ben, il ne sait pas ce qui est en dessous. Or, l'expérience justement, qui est l'expérience de l'invisibilité, et peut-être l'expérience, pardon du terme, l'expérience de la profondeur. C'est la profondeur des mers, donc c'est la profondeur de la connaissance. Et enfin, il va faire une expérience qui est l'expérience d'un autre temps. On sait très bien l'impatience qui est celle du marin, qui, dans le journal de Christophe Colomb, est d'ailleurs assez explicite. Il voudrait absolument arriver le plus vite possible, mais parce qu'il a peur de la mer. Mais, cet autre voyageur, ben, il n'a même pas conscience du temps. Le temps d'avant, le temps d'après, il ne sait pas ce que c'est. Donc il mélange en fait tous les temps. Et pour lui, le temps du passé, c'est le temps du futur. C'est la raison pour laquelle il va construire dans son essai un peu plus tard, bien sûr, n'est-ce pas, l'idée sur laquelle le passé se trouve, bien sûr, n'est-ce pas, dans le futur. Oui, je vais y arriver. Alors, il me reste 4 minutes. Alors, donc, évidemment, si l'on prend en considération, bien sûr, cette autre expérience qui est l'expérience du voyageur qui vient d'Afrique, on comprendra que dans l'esprit de Glissant, c'est celui qui est véritablement à l'origine de l'idée du nouveau monde. C'est-à-dire qu'on a découvert le nouveau monde, mais ce nouveau monde-là, pour prendre bien sûr l'expression de Montaigne, c'est un nouveau monde qui était déjà ancien, puisqu'en fait l'ancien monde a pu, bien sûr, n'est-ce pas, découvrir un monde qui dit nouveau, alors que celui-ci lui ressemble, vous ne reconnaissez pas l'expression de Montaigne, assez étrangement. Pour l'esclave qui vient d'Afrique, ce nouveau monde-là est vraiment nouveau. Il est nouveau du point de vue du paysage, il est nouveau du point de vue du rapport au monde, il est nouveau surtout du point de vue, bien sûr, des possibilités que l'on peut avoir, n'est-ce pas, du point de vue du politique. On pourra en parler tout à l'heure parce que je n'ai pas le temps, effectivement, de le développer. Et c'est, me semble-t-il, dans un essai intitulé Soleil de la conscience, qu'il va montrer comment le poète doit prendre, le poète du voyage à l'envers,
doit prendre en considération toutes ces dimensions nouvelles du voyage pour pouvoir justement comprendre le rapport qu'il peut entretenir avec l'autre monde, à savoir justement le monde européen. Et là, je voulais juste le signaler, mais on pourrait en discuter. L'idée selon laquelle Soleil de la conscience, dans l'œuvre de Glissant, en ceci de particulier, c'est qu'il s'agit d'une sorte de faux récit de voyage, où il découvre bien sûr, n'est-ce pas, Paris, où il découvre surtout la neige, et il essaie, n'est-ce pas, de montrer comment la neige est justement l'élément révélateur, bien sûr, n'est-ce pas, du voyage à l'envers. C'est à travers la neige qu'on sait tout de la conscience du monde, c'est à travers la neige qu'on sait tout de l'autre, c'est à travers la neige qu'on sait tout de soi. Évidemment, la neige, qui est l'élément le plus étranger possible, est tout à la fois un élément étranger, un élément familier. Parce que le voyageur à l'envers, il a déjà entendu parler de la neige, il ne sait pas ce que c'est, mais quand il voit la neige, je ne fais que citer Glissant, ben pour lui la neige est familière. Donc la connaissance est une sorte de jeu entre ce qui m'est familier et ce qui m'est étranger. Et c'est bien cela en quelque sorte la conscience qui doit être construite dans le récit du voyage à l'envers. Je n'ai pas le temps bien sûr, n'est-ce pas, de montrer en quoi il s'agit là d'une poétique, donc je vais faire ma conclusion assez vite. De cette condition qui est justement celle du voyageur, qui prend conscience de la différence qui est la sienne, mais en même temps de la familiarité qu'il entretient avec l'autre, va naître dans l'esprit de Glissant une notion qu'il va résumer autour de la notion de la nouvelle région du monde. En fait, le voyage à l'envers ne conduit pas à une découverte d'un autre monde, cela conduit au contraire à une nouvelle région du monde, qui doit être une région totalement différente de la région que l'on connaît, à savoir l'Occident, totalement différente de la région d'où vient l'esclave, à savoir l'Afrique en allant vite, mais vers un tiers, un troisième, qui est justement cette autre région du monde, vers lequel tous les mondes doivent tendre. Et c'est sans doute à partir de là que l'on peut essayer de penser ce que Saga disait depuis hier, je crois, à propos justement des rapports qui peuvent exister entre le voyage et les questions qui sont des questions proprement littéraires. J'ai dit tout à l'heure que je ne parlais pas de poétique. Or, Soleil de la conscience est une poétique. D'ailleurs, il va rédiger, il va réimprimer le texte en ajoutant bien sûr la notion de poétique 1 à Soleil de la conscience. Quand il écrit une nouvelle région du monde, qui est un de ses derniers essais, il ajoute esthétique. Esthétique 1. Il n'a jamais mis esthétique 2, il n'a pas eu le temps. Donc du coup, ça ouvre évidemment des perspectives assez intéressantes sur les rapports qui peuvent être établis à partir justement du voyage à l'envers, sur les deux notions qui sont les deux notions de littérature, ou bien le voyage à l'envers conduit à une poétique, ou bien le voyage à l'envers conduit à une esthétique. Alors évidemment, sur la question de l'esthétique, j'ai quelques idées qui peuvent être justement portées à partir de l'œuvre de Glissant elle-même, qui serait justement du point de vue de la poésie, une manière de pouvoir penser justement une esthétique nouvelle du monde. Là, on peut en discuter si vous le voulez. Voilà, merci.